Mais oh non, la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer. Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout notre dos pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+. Nous allons maintenant aborder des questions qui touchent directement le peuple camerounais, surtout la jeunesse. C'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé. Professeur, nous parlions de l'indice de développement humain en Afrique centrale et cet indice a place au Cameroun en 5e position. Pouvez-vous nous expliquer cela pour les nuls? Car je ne sais pas tout et celui qui nous regarde n'en sait rien déjà. Alors, l'indice de développement humain, c'est une somme de composantes qui permet à tous les États d'être comparés de la même façon. Donc, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a donc imaginé un certain nombre de critères, un score qui permettrait de dire que tel pays est bien gouverné, tel autre ne l'est pas. Et il y a 3 composantes essentielles qui définissent donc cet indice. C'est la composante économique, parce que bon, l'économie c'est important pour un pays. C'est la composante éducation, parce que si on n'est pas éduqué, on ne peut pas avoir une bonne économie, on ne peut pas se développer. Et la santé, parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler. Ça va de soi, on ne peut pas apporter, créer des richesses. Donc ça, c'est les 3 composantes essentielles. Après, le PNUD a évolué dans sa réflexion, et puis il y a eu d'autres critères qui se sont ajoutés, parmi lesquels il y a un 4e critère qui est vraiment aussi important, qui est donc l'ajustement aux inégalités. Parce que bon, tous les pays n'ont pas la même performance en termes de respect des droits et autres, de l'accès aux soins. Donc il y a des inégalités ici, là, moins là-bas. Bon, on sait par exemple que les pays scandinaves ont une certaine avance en termes d'égalité de chance. La Scandinavie, il faut expliquer à ceux qui n'y ont jamais été la Scandinavie, ce sont les pays où on voit la Suède, la Norvège, donc l'Europe du Nord. Le Danemark. L'Europe du Nord, le Danemark. Voilà. Bon, ils ont eu une avance sur nous qui sommes dans le sud de l'Europe, en Europe de l'Ouest, la France, l'Espagne et consorts. Voilà. Alors, donc, le critère économique essentiel qui est pris en compte, c'est le produit intérieur brut. Le PIB. Le PIB. L'éducation, c'est le nombre de personnes scolarisées après l'âge de 15 ans. Dans un pays, combien de personnes de plus de 15 ans qui continuent à aller à l'école. Et quand on dit l'école, après aussi on va un peu affiner en disant la bonne école ou alors cette école qu'on nous a montré, parce qu'il y a... Oui, pour faire bien. Il y a une vidéo qui est passée... L'école maternelle en colo de la Yaoundé. Voilà, Yaoundé. Voilà, bon, parce que... C'est sujet un petit peu plus... Voilà, regardez si vous n'avez pas... Parce que vous savez que quand on est malin, mais dans le mauvais sens du terme, un homme politique malin, on va balancer des chiffres aux gens, donc la politique des chiffres. On a tel nombre d'universités, tel nombre d'écoles, et ainsi de suite. Mais quand on va sur le terrain, voilà, l'école ressemble à une porcherie. Donc, il y a ce critère-là, et il y a donc le critère santé. Dans le critère santé, il y a plusieurs composantes, mais le critère le plus important, c'est l'espérance de vie. Voilà, quelle est l'espérance de vie dans un pays? Voilà. Puisqu'on sait que l'espérance de vie est corrélée à la qualité des soins apportés. Après, la mortalité maternelle, infantile et autres, tout ça entre en compte. Alors, quand on prend tous ces critères-là, on les jumelle et on voit donc qui est mieux gouverné et qui ne l'est pas. Où est-ce que les gens ont une meilleure qualité de vie, un certain bien-être. Parce que vous ne pouvez pas avoir le bien-être si vous êtes malin, vous ne pouvez pas vous soigner. Si vous ne pouvez pas aller à l'école. Si à l'école, on se rend compte que bon, pour que votre enfant ait les meilleures chances
de réussite scolaire, il faut qu'il soit dans une école privée. L'école privée, ça coûte cher. Vous savez, quand on était gamin, nous, il fallait être dans l'école publique. Il fallait être dans l'école publique. On a renversé les codes. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on prend tout ça, on se rend compte que le Cameroun, sur 187 pays qui ont été poulés, le Cameroun est 153e. Sur 187 pays, le Cameroun est 153e. Oui. D'accord, ça veut dire que vers la sortie, quoi, vers la fin. Voilà. Et en Afrique centrale, le Cameroun, le Gabon, le Congo, Brazzaville, Congo RDC. Oui, la RCA. RCA. Et le Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, oui, c'est facile. Sao Tomé et Principe. Le Tchad. Sao Tomé et Principe et le Tchad. Et dans ces 8 pays cités là, le Cameroun est en 5e position. Alors, le pays où il y a où l'indice de développement est plus avancé. La population éprouve le meilleur bien-être. C'est lequel? C'est le Gabon. Pardon? Gabon en premier. Gabon? Gabon en premier. Non, c'est pas possible, c'est une blague là. Ça, c'est l'indice qui le dit. Et je peux vous assurer que cet indice est assez robuste. Et puisque d'ailleurs, on peut le comparer à un autre indice, qui est l'indice, ils ont appelé ça l'indice de bien-être. Allons-y, parce qu'on a dit c'est un nouvel indice. Et en fait, ces deux indices-là vont dans le même sens. D'accord, le Gabon arrive en premier. Gabon en premier. Oui. L'Afrique centrale, il faut. En Afrique centrale, non, l'Afrique centrale. Les 8 pays. Gabon en premier. Congo Brazzaville en deuxième. Ah bon? Guinée équatoriale en troisième. Ah bon? Oui, Guinée équatoriale en troisième. Après, il y a Sao Tomé et Principe en quatrième. Sao Tomé et Principe. Oui, en quatrième. Cameroun en cinquième. D'accord. Même Sao Tomé et Principe est devant le Cameroun. Alors, quand vous regardez les autres pays, les trois autres, RDC, Tchad et RCA. Prenons la RDC. C'est quand même un pays qui connaît la guerre dans une partie, la partie limitrophe. 12 millions de morts en 10 ans. Voilà, donc, on en parle, oui. Voilà, ok, vous avez ça. RCA, bon, si on ne dépasse pas aussi la RCA, ça veut dire qu'il y a un problème, la guerre. La guerre. Le Tchad a connu la guerre depuis depuis Kadhafi qu'on sort. Donc, c'est-à-dire que les pays durablement en guerre sont les seuls pays que le Cameroun dépasse. D'accord. Bon, ça veut tout dire, hein, cher téléspectateur. Alors, je vais vous rappeler une chose. Et ça aussi encore, c'est le rôle des médias. Messanga Nyamding, qui n'a pas voulu venir sur ce plateau, il était invité. Et il professeur de son état. Bon, professeur de Yaoundé, parce qu'on va parler de ça. Professeur de monsieur le ministre Famé Ndongo. Bon, je ne veux pas rentrer dans ça, mais on connaît un peu les détails, les soupçons de plagiat et tout. Mais bon, de toute façon, ce n'est que des soupçons. On ne peut pas juger quelqu'un à partir des soupçons. Mais sauf que quand même, cet intellectuel, sur un plateau télé, pendant la campagne présidentielle, il est sur un plateau avec le fameux Ekanga, excellent Ekanga. Monsieur Messanga Nyamding nous a expliqué que le Cameroun est le meilleur, le premier pays en Afrique centrale, parce que tout le monde vient au Cameroun. Ah d'accord. Je ne savais pas que les Camerounais n'allaient pas dans d'autres pays. Et ensuite, il a dit, parce qu'il a parlé de l'indice de développement humain, comme c'est une notion que beaucoup de gens ne savent pas, ne maîtrisent pas. Il a raconté n'importe quoi à propos d'indice de développement humain. Il a dit le contraire de ce que je venais de vous expliquer. Bon, mais... Tout ce que vous venez de dire, il a dit le contraire. Soit il ne maîtrise pas la question, soit il était simplement de mauvaise foi. Ou les deux. Voilà. Et le journaliste ne l'a pas repris. Bon, peut-être que le journaliste ne maîtrisait pas. Nous ne savons pas souvent tout. Mais sauf que. Même quand il maîtrise, il peut relancer. Sauf que justement, ce que je dis, le devoir d'un journaliste, il faut avoir une curiosité intellectuelle qui fait que quand vous apprenez quelque chose qui est nouvelle pour vous, vous posez la question. Mais vous repartez après. Ayez l'humilité de demander vous repartez après, vous plongez dans l'histoire et puis il y a un droit de répondre. Vous pouvez revenir puisque c'est vous qui avez les médias. Vous pouvez refaire un débat. Même professeur, il faut avoir l'honnêteté de dire
le journaliste ne sait pas tout et vous dit mais qu'est-ce que cela signifie? Tout à fait. Voilà. Je vous ai posé la question, pourtant j'ai lu avant, mais je vous demande car le journaliste représente ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Voilà, tout simplement. Alors, professeur, aujourd'hui, au vu de tout cela, quel avenir voyez-vous au Cameroun? Au vu de tout ce que vous nous expliquez. Vous savez, au Cameroun, il ne faut surtout pas être malade. Parce que quand vous êtes malade et que vous êtes sérieusement malade, vous vous retrouvez dans un hôpital camerounais. Quand je dis un hôpital camerounais, je parle de tous les hôpitaux camerounais. Je parle des hôpitaux universitaires. Comme les CHU. Je parle de l'hôpital Akintini de Douala. Je parle de l'hôpital général de Douala. Je parle de ces hôpitaux-là parce que je suis enseignant à l'université de Douala, la faculté de médecine. C'est-à-dire que mes hôpitaux d'application, c'est ces hôpitaux que je viens de citer. Les hôpitaux où j'encadre les étudiants, c'est ces hôpitaux. J'ai travaillé à l'hôpital général de Douala avant de repartir du Cameroun. Parce qu'à l'hôpital de Douala à l'époque, quand j'étais de garde, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on m'appelle aux urgences pour une douleur thoracique. Le patient a eu l'électrocardiogramme, il avait les signes d'infarctus. Le médicament incontournable pour soigner une crise angineuse, et peut-être le médicament le moins cher de la planète, s'appelle l'aspirine. 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 Aspirine nourrisson, aspégique, cardégique. Je ne sais même pas si ça coûte 50 francs CFA. Quand vous arrivez à l'hôpital général, vous payez une caution. Et c'est dans cette caution-là qu'on doit vous soigner. Parce que l'hôpital a une pharmacie. Et ces médicaments doivent se trouver à la pharmacie. Mais sauf qu'il n'y a jamais de médicaments à la pharmacie de l'hôpital général de Douala. Et c'est général au Cameroun. Conséquence. Hôpital général, hôpital de référence. Et conséquence. Et donc, conséquence, ce monsieur-là, je n'ai pas pu lui administrer l'aspirine. Il fallait faire une ordonnance pour que sa famille, qui venait de laisser une caution conséquente, qu'on ne vous rembourse pas, doit se débrouiller pour partir dans une pharmacie de la ville, acheter le médicament pour... Et ça, je ne vous parle de l'aspirine, je ne vous parle pas des autres drogues nécessaires pour soigner un infarctus. Pour stabiliser au moins, oui. Voilà. Effectivement, le patient est décédé. Manque d'aspirine. On est à l'hôpital de référence. Un hôpital qui apprend aux étudiants ce que c'est que la médecine, comment devenir médecin. Oui. Et ça, c'était avant la création de la faculté de médecine de Douala. On était dans les années 2005. Et j'ai failli rentrer en dépression. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis revenu. Vous êtes revenu en France. Vous étiez déjà, vous exerciez déjà en France et vous avez voulu retourner au Cameroun. Oui, parce que quand je pars du Cameroun pour faire mes études médicales à l'étranger, il fallait que mon parcours, j'ai commencé par, j'avais une bourse du gouvernement pour aller faire mes études en Russie, à Saint-Pétersbourg. J'ai fait ma médecine générale et puis je suis venu faire ma spécialité en France. Et j'ai fini, mais j'avais toujours eu le projet de rentrer au Cameroun et exercer. L'amour du pays. Voilà, je suis rentré au Cameroun, recruté comme enseignant à Yaoundé. Mais bon, vous savez, hein, quand on dit qu'on vous recrute, il faut voir si on vous a vraiment recruté. Bon, et puis j'exerçais à l'hôpital Akintini de Douala et hôpital général de Douala. Et parce que rien ne marchait, aucun projet n'avançait. Quand je parle de projets médicaux, vous proposez quelque chose, on vous dit c'est pas prioritaire. Et quand je dis ça, je suis sérieux quand je le dis. Parce qu'à l'hôpital Akintini, j'arrive à l'hôpital Akintini, je rentre dans la salle d'exploration où on fait les échographies cardiaques, je prends le malade, je me dis peut-être que je suis devenu aveugle, parce que vous ne voyez rien, vous ne voyez pas le cœur du malade, parce que l'appareil, c'est un appareil
qu'on a ramassé ici, je sais pas, même pas en France, parce que même en France, ce genre d'appareil, vous n'avez pas trouvé. Il y a un bonhomme qui avait une société de... Enfin, il a signé un deal avec l'hôpital Lacantini, il livrait des appareils étaient en leasing. Donc cet appareil-là, c'est un appareil d'un autre siècle. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, mais vous devez faire des examens. Donc vous faites des diagnostics erronés. Voilà. Et donc je vais voir le directeur de la Quintini. Monsieur Fritz Tonnet à l'époque. Je vais le voir. C'était bien lui, hein? Je vais le voir. Vous m'avez compris. Je lui dis, docteur, ce n'est pas possible. Moi, je viens de France, j'ai mes connexions là-bas. On peut acquérir un appareil constant. Oui. On me dit, ce n'est pas prioritaire. Oh là là, c'est pas possible. Voilà. Alors, ce monsieur aujourd'hui délégué du gouvernement dans le littoral, hein? L'ancien directeur de la Quintini, monsieur Fritz Tonnet. Je peux le citer car je suis allé le voir déjà. Vous pouvez comprendre l'état de la ville de Douala. Voilà, donc c'est pas compliqué. Ces choses ne sont pas compliquées. Donc, avec ce genre de difficultés, je reviens. Je suis recruté après parce qu'il y a eu la création de la faculté de médecine de Douala. Et je suis recruté en 2008. Mais pour autant, les hôpitaux d'application ne sont pas devenus meilleurs. Hein. Parce qu'aujourd'hui encore, je vous parle, n'ayez pas une pathologie qui vous amène en réanimation à l'hôpital général de Douala ou à l'hôpital La Quintini. Parce que 4 malades sur 5 sortent de là droit à la morgue. Hein. Ça, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun d'aujourd'hui, donc ce n'est pas compliqué que nous soyons 5e pays sur 8 de l'Afrique centrale. Mais comment, ce que je veux comprendre, c'est que vous avez vraiment des éléments comparatifs quand on voit votre parcours, comme vous avez dit, et que vous arrivez au Cameroun, ce qui doit être très frustrant, mais de votre vécu, lorsque vous portez un regard aujourd'hui sur le parc hospitalier camerounais, il est dans quel état? Parce que on a de temps en temps des informations qui nous font état de la construction de tel hôpital de référence à Saint-Mélima ou de tel hôpital de référence à Yaoundé. Ou, dans le regard que vous avez, quel est l'état du parc hospitalier camerounais aujourd'hui? Un des critères durs d'évaluation de l'état du parc hospitalier camerounais est le taux de prise en charge des personnalités camerounaises dans les hôpitaux camerounais. Ce n'est pas compliqué. D'accord. On va aborder sur le prochain point, les évacuations sanitaires. Donc aujourd'hui, pour vous, professeur, il n'y a pas un hôpital de référence au Cameroun, dans tout le Cameroun entier. Alors, je ne vais pas être malhonnête en vous disant que on ne peut rien soigner au Cameroun. Non. Parce qu'au Cameroun, il y a de bons médecins. Ils sont rares, mais il y a de bons médecins. Ceux qui ne sont pas, entre guillemets, performants, on va dire, une partie ne l'est pas, pas parce que intrinsèquement c'est des gens incompétents. Mais la médecine, comme tous ces métiers qui nécessitent des conditions, un environnement propice pour prospérer, des gens sont devenus incompétents parce que l'environnement ne leur a pas permis de garder le niveau qu'ils avaient quand ils rentraient de l'étranger, si c'est des gens qui ont été formés à l'étranger, ou quand ils ont commencé à exercer, quand ils étaient au Cameroun, qu'ils avaient la chance d'avoir peut-être des patrons dans un service où on fait quand même à peu près bien la médecine, parce qu'il y a des gens qui sont compétents. Et moi, quand j'entends par exemple le professeur Baïbek parler, et quand ses étudiants parlent de lui, c'est un imminent professeur compétent. Et c'est même parce qu'il est compétent qu'il a des problèmes au Cameroun, qu'il a des problèmes avec M. Famendongo, le ministre, son recteur et compagnie. Parce qu'il ne faut surtout pas être très bon au Cameroun. Ça, on n'aime pas trop ça. Il faut être médiocre.
Ben, parce que quand vous êtes médiocre, mais vous voulez progresser, donc vous faites des courbettes. Vous faites des courbettes. Vous acceptez tout. Vous acceptez tout. Donc vous êtes redevable. Et ça, on vous aime parce que vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Il y a une expression au Cameroun, c'est le droit de réserve. Il faut avoir le droit de réserve. Quand vous voulez trop parler, là, c'est pas bon. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Il y a un autre phénomène aussi parce qu'on a des familles au Cameroun. Souvent, quand ils veulent se soigner, ils font appel à nous. Donc, qui signalent souvent qu'à défaut de se soigner dans des hôpitaux dits de référence, ils vont vers des cliniques qui sont tenues par des professeurs ou des docteurs qui étaient supposés être dans ces hôpitaux de référence et qui ont été obligés parfois d'ouvrir des cliniques ou des... Est-ce que vous connaissez ce phénomène-là et qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène si ce n'est ce que je vous dis ou il y a d'autres raisons liées à la frustration de ne pas pouvoir avoir... c'est la paupérisation de la société. Oui. C'est-à-dire que quelle que soit la société, ça ce n'est pas propre à la médecine, hein, ou bien, voilà, quel que soit le domaine, je pense que le système de gouvernance essaie de maintenir des gens dans des situations de précarité qui font que soit vous n'avez pas trop le choix, vous mettez à voler et tout, ou alors vous avez le choix, par exemple pour le médecin, vous allez ouvrir votre clinique, vous ouvrez votre clinique mais avec vos propres moyens, parce que aussi le financement des projets au Cameroun, ça on est dans la politique bancaire et tout, et c'est compliqué. Très compliqué. Je vous donne un exemple simple. Pas. Moi quand je rentre au Cameroun avec ma voiture, je me dis bon au bout de 2 ans je vais peut-être la changer, mais sauf que l'état des routes au Cameroun a anticipé le projet de changement de mon véhicule. Bon maintenant je suis cardiologue à l'hôpital général de Douala. Bon, je fais des piges dans des cliniques et tout, je vais voir mon banquier et tout, il se moque de moi. Je me suis énervé presque. Il dit, mais docteur, vos revenus officiels, parce que bon, même si vous faites des trucs là-bas, tout ça c'est informel, voilà. Mais dans votre revenu officiel, ne me permet pas de vous donner un crédit pour acheter une banque. Alors que, bon, écoutez, cardiologue en France, vous allez voir le banquier, c'est lui qui court. Après vous, non? Mais de manière pratique, pour revenir à ce que je vous dis, c'est que la personne, si elle veut, vous êtes cardiologue, si elle veut faire des examens poussés, je prends un exemple, si elle veut faire des examens poussés, elle ne va pas à l'hôpital. Elle va plutôt dans une clinique. Elle va plutôt dans une clinique. Il y a ce type de phénomène-là. Alors, c'est ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est-à-dire que ces cliniques privées, on compte au bout des doigts des cliniques privées qui ont un plateau technique convenable, moderne. Pourquoi? Parce que pour avoir ce plateau technique-là, qui est coûteux, il faut avoir les moyens. Or, les cliniques, comme vous avez dit, c'est des médecins, futur professeur, le professeur, c'est pas parce qu'on est professeur qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc, c'est des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui vont aller s'endetter comme ils peuvent, les banques ne donnent pas beaucoup d'argent. Donc, et en plus, au Cameroun, vous achetez quasiment cash, parce que si vous êtes, voilà, et si vous êtes résident camerounais, vous venez en France acheter un matériel, personne ne va vous vendre ça en leasing, donc vous achetez cash. Et donc vous achetez ce que vous pouvez acheter. Et en général, vous achetez la seconde main. Bon, voilà, la seconde main et tout. Donc vous vous débrouillez avec. Et la douane s'en occupe lorsque vous entrez avec? Alors la douane, ça c'est une autre histoire. Donc in fine, vous allez prendre par le dernier cri, et qu'on sait que la fiabilité d'un examen, le résultat que vous rendez, dépend même aussi de la qualité de l'équipement que vous avez. Et plus l'équipement est vieillissant, désuet, moins la qualité est bonne. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du cas de l'hôpital à la Cantini. Donc, ce qui veut dire qu'in fine, au Cameroun, on soigne des gens, mais il ne faut pas que ce soit très compliqué. Quand c'est très compliqué, le taux
d'erreur diagnostique est suffisamment important. Et nous qui sommes, enfin moi qui travaille aussi en France, qui voit les gens arriver, qui voit les confrères envoyer des malades avec des dossiers, le nombre de fois où on regresse le diagnostic initial, il est suffisamment important pour inquiéter. À quel pourcentage, professeur? Bon, on n'a pas fait une étude, vous ne corrigez pas tout, mais de manière grossière comme ça, là, j'ai envie de dire que au moins 40% des diagnostics ne sont pas bons. Et puis en médecine, en sciences, 40%, je peux vous assurer que... Ça doit être frustrant. Frustrant, vous savez, je crois que la frustration est un sentiment qui nous habite au Cameroun depuis déjà beaucoup d'années. Parce que j'ai le souvenir de, là, ce sont des années 90, hein. Je vais vous parler des années 90. J'ai parlé tout à l'heure d'un de mes parents qui s'occupait de l'hôpital de la CNPS à Essos. À Essos, oui. Mon père à l'époque s'occupait de ça, de la réfection, tout le remède moderne. Et il fallait faire la modernité et débaucher au maximum des spécialistes camerounais qui le voulaient. Parce que les Camerounais ont toujours l'envie, le besoin, l'amour du pays. C'est comme imagine. Il y avait un très grand spécialiste ici à Rimondor qui voulait rentrer au Cameroun. Il voulait y aller, mais il ne voulait pas y aller. C'était pas des questions de rémunération. C'était d'abord de s'assurer que l'hôpital où il va le minimum nécessaire pour lui permettre d'exercer. C'est là où vous vous rendez compte que même quand on a des moyens techniques, des moyens personnels, on peut avoir l'apport d'une banque, mais il faut quand même que la puissance publique, parce que l'argent que la CNPS à l'époque avait investi dans cet hôpital-là, c'est ça qui me fait encore rire aujourd'hui. Vous avez des pontes du régime qui y vont, c'est l'un des rares hôpitaux où ils vont aller quand ils ne viennent pas. C'est faire comprendre que le médecin a quand même, c'est pourquoi je parlais de frustration, ça doit être quelque chose de terrible de travailler dans un environnement avec les compétences que ça demande, sans avoir le minimum aujourd'hui pour un cardiologue comme vous. Si vous opérez à Douala, quel est l'hôpital où vous pouvez opérer de manière, pour en venir à ça, la dernière question sereine, et s'il y a de la sérénité là-dedans. Alors, je vais reprendre à propos de cet exemple. Mais le fait, je rebondis sur l'hôpital de la CNPS parce que j'ai un rapport particulier avec cet hôpital-là, qui est que l'année dernière, donc c'est récent, j'ai un oncle qui est décédé dedans. Et cet oncle-là, qui a fait un AVC, il en a fait 2, il a fait un premier, et on l'a transporté dans une clinique pour aller faire le scanner. Parce que le scanner de l'hôpital ne marche pas. Le luxe. Et ça, ce n'est pas une rareté au Cameroun, de savoir que le scanner d'un hôpital ne marche pas. C'est récurrent. Alors, donc, on l'a transporté là-bas, dans des conditions, je ne vous dis pas, donc il revient de là-bas et après son état s'aggrave. Est-ce que son transport sans oxygène ainsi de suite là n'a pas accentué la chose, accéléré les choses? Finalement il est décédé. Ça c'est l'hôpital où justement, comme vous dites, les grands du pays de Yaoundé, avant de prendre l'avion de partir, parfois de temps en temps ils ont besoin mais on n'est même pas capable, donc ne serait-ce que de manière égoïste d'équiper suffisamment cet hôpital-là. Vous voyez jusqu'où la méchanceté moi j'appelle ça de la méchanceté du noir, en fait, côtoie la bêtise. Côtoie la bêtise. Et à Douala, je termine. Oui, à Douala. s'il vous plaît. Moi, je suis donc médecin enseignant, aujourd'hui agrégé de cardiologie. Mon hôpital s'appelle l'hôpital du district de Bonassama. Donc, j'apprends la cardiologie aux futurs médecins. Mais dans mon hôpital, il n'y a que l'électrocardiogramme. En sachant que pour la prise en charge, on va dire simple, des malades cardiaques, je vais vous citer rapidement comme ça là. Électrocardiogramme, c'est le B.A.B.A. Le basique. Électrocardiogramme, échographie cardiaque, épreuve d'effort, holter ECG, holter tensionnel.
Au moins, il faut au moins ces 5-là. Sur les 5, un agrégé de cardiologie dans un hôpital qui n'a que le basique. Voilà, c'est ça le Cameroun. Ça veut dire que vous ne pouvez pas normalement exercer. Donc on peut comprendre que M. Mamafouda, ministre de son État, voilà, a soigné sa main en Suisse, en expliquant que, ben, vous savez, en chirurgie, il y a des sous-spécialités et que la sous-spécialité de la main, il n'y a pas au Cameroun. Or, le Cameroun, il suffit qu'ils mettent sur pied, enfin, qu'ils créent un hôpital de référence. Il dit à tous les Camerounais qui se trouvent dans le monde entier, parce que Dieu sait que des compétences on en a partout, qu'il y a des conditions, venez travailler. Il y a des gens qui viendraient pour 3 fois moins de salaire que ce qui gagnent. Et ils sont nombreux. Je vous le confirme, car les associations de médecins, certains sont passés sur ce plateau. Même pour se faire accepter par l'ordre des médecins au Cameroun, c'est encore un combat. Pourtant, ils veulent rentrer, donner à leur pays. Bon, avec ça, on va nous dire que c'est l'opposition qui tue le Cameroun. Voilà, et on va les emprisonner. Une frustration, professeur, qui est surtout celle du peuple, mais parfois celle des familles de ces pontes-là. Quand il faut les évacuer, même si c'est toujours sur les deniers publics, lorsqu'il faut les évacuer pour les faire soigner, sont encore les familles qui souffrent, c'est encore les comptes publics qui souffrent. Vous avez pondu un article tout récemment que j'ai diffusé sur JMTV Plus News qui évoquait donc ces évacuations sanitaires. Ce qui confirme tout ce que vous dites, car si ces hôpitaux-là étaient aussi bien équipés, les pontes politiques n'auraient pas besoin de venir en Europe. Vous savez, l'évacuation sanitaire en Afrique en général, je parle en Afrique parce que j'ai eu l'honneur d'être invité par M. Alain Foka, sur RFI. Où il mon grand confrère, bonjour Alain. Il a fait une émission sur effectivement la problématique des évacuations sanitaires. Donc il va être diffusé très bientôt. Et donc j'étais comme copanéliste, il y avait par exemple deux Sénégalais, et puis parmi les deux, il y a un qui est un ami, cardiologue, professeur de cardiologie. Et donc on a fait le tour d'horizon de cette question. On se rend compte que en fait c'est l'Afrique qui vit ce phénomène-là à des degrés effectivement. L'Afrique noire francophone ou Afrique en général? L'Afrique en général, mais l'Afrique francophone en particulier certainement, mais chacun vit ça différemment. Le degré d'acutisation n'est pas le même partout. Alors moi, concernant le Cameroun, moi, ce que je leur ai dit ce jour-là, moi j'ai une explication, l'une des explications de la pérennisation de ce système-là d'évacuation sanitaire, ou bien peut-être 2 ou 3 raisons les plus importantes pour moi. Un, je pense que c'est un levier politique pour infantiliser et avoir la même mise sur un certain nombre de personnes, de dirigeants. Un levier politique pour qui? Pour l'État. Pour l'État, les États africains. Pour le gouvernement. Pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Le pouvoir en place se sert de ça comme objet de chantage. De chantage. Et d'ailleurs... Si vous n'obéissez pas quand vous serez malade, on ne s'occupera pas de vous. En quelque sorte, cela. C'est plus subtil. Vous savez, il y a un des personnages politiques camerounais aujourd'hui qui a opéré un retournement spectaculaire. De ça. Spectaculaire. Et vous le connaissez certainement. Mais donnez-nous des noms. Monsieur Gargara Manadji. Gargara Manadji. Ah ben non, c'est même pas de lui que je parlais. C'est qui donc? Retournement spectaculaire. Et je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il se trouve que l'épouse de ce monsieur-là était malade. Une maladie qui ne pouvait pas être prise en charge au Cameroun. Là, je vois. Un homme politique de l'opposition. Le premier plan. Et on lui a dit, écoute, ton épouse, on peut l'évacuer. Mais tu parles trop. Et le monsieur, pas qu'il ne parle plus, parce qu'à la limite, vous pouvez être neutre, vous pouvez observer une certaine position neutre et tout. Mais il est devenu l'un des artilleurs
du pouvoir. Alors, c'est qui ce monsieur? Bon, on n'a pas besoin de citer. Non, on n'a pas besoin de nom. En off, je pourrais... Nous allons bien voir les noms. C'est monsieur Thierry Mabakari, vous me dites, hein? Non, on n'a pas besoin là comme ça. En off, je vais vous dire. Mais je vais vous dire que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, donc, il est important pour le pouvoir de maintenir le peuple camerounais dans un état sanitaire végétatif. Et ceux qui ont besoin des soins, on regarde, c'est quoi son dossier? C'est un maître de l'opposition, il peut toujours crever. Est-ce que c'est un maître de l'opposition, mais qui nous est utile? Alors, on lui dit ce qu'il doit faire et on l'évacue. La responsable, ou du moins l'une des responsables du service d'évacuation du ministère de la Santé, a une bonne connaissance. Ne dites pas son nom, elle va perdre son poste. Non, elle ne peut même pas, parce que là, je vais faire sa publicité. Je vais faire sa publicité. Elle va devenir peut-être directrice. Parce qu'en fait, il se trouve que pour l'émission de RFI, j'avais besoin de certaines informations, parmi lesquelles savoir quel est le nombre d'évacuations annuelles, et notamment par exemple sur l'année 2017 et 2018, et l'enveloppe budgétaire dédiée à ça. Mais, monsieur Mwafo, normalement, c'est de l'information qui doit être officielle. Oh, oui, normalement, oui. Normalement, ça doit être officiel. Oui, normalement, seulement normalement. Voilà. Alors, quand vous demandez ça naturellement, parce que, bon, vous connaissez la personne, vous demandez naturellement, ça devient un problème. C'est pour publier ça dans quel journal? Ah, d'accord. Et quand vous dites, non, moi je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas, directeur d'un journal et tout, on insiste en vous disant, tu veux publier ça où? Et quand vous insistez en disant que non, je ne veux pas publier tout, de toute façon, ton parti, je ne vais jamais adhérer à ton parti. Moi, je n'ai pas un parti. Ah bon? Ouais. D'accord. Et ça s'est mal terminé entre la personne et moi, simplement parce que je demande une information qui devait être officielle, publique. Voilà. Donc, et je sais ce qui se passe. En réalité, je sais ce qui se passe. C'était le nom. Dans ce secteur-là. Je sais quelle est la fréquentation des hôpitaux du monde. Quand je parle de, vous savez qu'aujourd'hui il y a de nouvelles destinations. Hein. Avant c'était classiquement la France, la Suisse, et ainsi de suite. Là. Après il y a eu l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud est un peu passée de mode. Il y a maintenant l'Inde, la Tunisie, machin, truc et tout. Et donc, ces hôpitaux-là, qui font des pieds et des mains pour avoir le contrat avec l'État camerounais pour que les évacuations se passent là-bas, vous pouvez imaginer en fait quelle est la contrepartie. Donc, c'est un business. C'est un business parce que certains hommes politiques même qui bénéficient de ces évacuations, non seulement c'est l'argent du contribuable, ils viennent ici, se font soigner, mais en plus, quand ils retournent, avec des factures qu'ils exigent ici là, ils vont demander qu'on leur rembourse. Pardon? L'État paye 2 fois. 2 fois. Oh, et il y a d'autres cas, et ça je l'ai aussi appris là, il y a d'autres qui estiment qu'ils ont un budget annuel pour leurs soins à l'étranger. Donc ils vont dans les caisses du trésor demander qu'on leur donne cet argent. Et on le leur donne? Mais ne donnez donc pas. Ne donnez donc pas. Si vous voulez avoir gardé votre poste. Non, c'est un business, l'évacuation sanitaire. Et c'est l'une des gangrènes. Parce que je vous donne un chiffre, juste pour vous édifier. Une évacuation sanitaire, un malade qui est pris au Cameroun, qui est amené en France pour être soigné, ça va demander quoi? Ça va demander qu'on mobilise l'avion sanitaire. Donc, de bout en bout, vous avez pour 20 millions de francs CFA. Quand c'est une évacuation, allez, on va dire classique, durée moyenne d'hospitalisation, 7 jours, ainsi de suite là. Mais quand on rentre dans des choses un peu plus compliquées, réanimation, machin, opération, vous voyez, ça peut aller très loin. Ça peut atteindre 50 millions facile. Or, 20 millions de francs CFA, vous savez combien de gens ça soigne au Cameroun? Je vais vous dire. 1600 personnes. Pourquoi? Parce que
d'après les données de l'OMS et tous les autres organismes qui monitorent la santé publique dans les pays, les États africains de l'Afrique subsaharienne qui ne respectent pas les accords d'Abuja de 2001, qui stipulait que chaque État devrait consacrer 15% de son budget à la santé. Le Cameroun est à 4,1% au lieu de 15%. 4,1% au lieu de 15%. Budget, au lieu de 15%. Ça nous ramène en fait à moins de $20 par habitant par an. De soins. $20. $20, ça représente quoi, Joël? 12 000 francs CFA? Je sais pas. Moi, c'est dans cette fourchette. C'est dans cette fourchette. 20 euros. Plus de $20, c'est un peu dans les 18-19 euros. Donc, même si on prend 20 euros, prenons 20 euros. 20 euros, c'est 13 500. Voilà. Donc, $20, c'est 12 000 francs CFA. Voilà. Alors, donc, 20 millions, vous divisez ça par 12 500, ça vous ramène à peu près à 1600 personnes. C'est-à-dire qu'une évacuation sanitaire faite par le gouvernement camerounais d'un ponte pourrait soigner 1600 Camerounais. Mais sauf que, comme les Camerounais se soignent, parce qu'avec $20, on ne peut pas bien se soigner. Imaginons simplement qu'on double l'enveloppe du soin basique, du soin basique à $40. Parce que vous savez que quand vous doublez le prix d'une prestation, vous augmentez significativement la qualité de la prestation. Ok? Donc, si on se dit, même si le Cameroun se dit que bon, on va améliorer, on va doubler la qualité de la prestation des Camerounais. Donc, une évacuation soignerait 800 personnes. Au minimum. Multiplié par le nombre d'évacuations, on soignerait tous les Camerounais décemment. Est-ce que vous avez une idée du nombre, juste une idée du nombre d'évacuations sanitaires par an au Cameroun? Alors bon, une fois de plus, ça c'est encore un domaine très opaque. Là, je vais donner un exemple. Mais si on prend les données qu'on recoupe de ci et là, dans les hôpitaux parisiens, voilà, on est à peu près à 300 évacuations. 300 évacuations par an. Les chiffres que vous connaissez à partir des hôpitaux de Paris. Oui. Et ceux qui viennent en France. Parce que là, vous devez ajouter ceux qui vont en Inde, ainsi de suite. En Tunisie. Parce qu'en fait, le coût est moindre, c'est sûr. Mais sauf que le coût est moindre, et ça, en fait, multiplier le nombre. Croyez-moi que le coût moindre, quand on va en Afrique du Sud, le rand sud-africain est 4 fois la monnaie camerounaise. Il faut multiplier pas trop par 4, hein, je crois. Hein. Donc, prenons bien seulement les 300 là. 300 multiplié par 20 millions. Et on a dit 20 millions parce que ça c'est le minimum, hein. Je veux pas le minimum, mais comme ça part de 20 millions à 50 millions, si on prend la moyenne, disons 30 millions. 30 millions par évacuation multiplié par 300 évacuations. Vous voyez combien de Camerounais on aurait soigné en doublant en fait l'enveloppe. Mais c'est ça aussi un effet pervers que je constate de temps en temps, parce que j'ai affaire, je m'occupe aussi de temps en temps de migrants camerounais, et donc camerounais, surtout camerounais, j'ai constaté ça chez les Camerounais. Ils ont une approche très, je dirais, financière de la santé, du service de santé. C'est-à-dire que quand vous lui dites que vous êtes en France, vous pouvez vous soigner. Même en étant en situation irrégulière, vous pouvez avoir droit à l'AME et vous soigner de manière convenable. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ouais. Pire encore, quand vous allez dans la tranche supérieure, ce qu'on appelle les dignitaires du Cameroun, eux, ils vous disent que s'ils ne vont pas à l'hôpital américain de Neuilly, ils n'ont pas le bon traitement. Alors que quand vous avez fait l'étranger, des pays anglo-saxons par exemple, et que vous vous retrouvez en France, vous constaterez que la France a le meilleur parc public, je veux dire, hospitalier. Donc quand quelqu'un se soigne en France, à la limite, c'est l'un des effets induits que j'ai pu constater. C'est d'expérience que je le vois souvent, que à force de précariser un système de santé comme ce qui se passe au Cameroun, j'ai parfois l'impression que les gens ont attaché leur survie, je dirais, sanitaire à une notion d'argent. À propos de l'hôpital américain, ça c'est l'un de mes sujets. Dans mon article, d'ailleurs, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. L'hôpital américain, en fait, c'est l'hôpital des prévaricateurs africains. Oui.
Voilà. Et eux-mêmes vous le disent, puisqu'ils sont très axés sur l'international. Et leurs principaux pourvoyeurs de patients, c'est l'Afrique. Or, le coût de la prise en charge à l'hôpital américain est le plus élevé de toute la France. De toute la France. Donc, le paradoxe, c'est ça. C'est-à-dire que les Africains sont les peuples les plus pauvres de la planète. Oui, mais c'est eux qui se soignent dans le centre le plus coûteux. Sans avoir l'assurance que les soins soient les meilleurs. Non, même pas qu'il n'y a pas l'assurance. Enfin, bon, eux, ils ne le savent pas. Oui, ouais, eux, ils ne le savent pas. Mais l'hôpital américain, ce n'est surtout pas l'endroit où il faut aller si vous voulez vous soigner. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Les Français ne se soignent pas là-bas. Ne se soignent pas là-bas. C'est ce que je disais. Moi, je connais mes confrères cardiologues qui sont de cet hôpital-là. C'est des bons cardiologues, mais sans plus. Sans plus. Sur une pathologie, sans plus. Sur une pathologie très grave, dont je ne cite pas le nom, je disais à une des personnes ou à des personnes, je dis, mais non, vous êtes à Paris, allez dans n'importe quel grand hôpital public parisien peut vous prendre en charge. Pas que mais vous savez que quand votre état s'aggrave, l'hôpital américain vous envoie maintenant dans les vrais hôpitaux. Hein, ah bon? Ah non, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient un taux de mortalité important, parce que ça, c'est pas bon pour leur business à l'étranger. Oui. Oh là, mon Dieu. Bon, j'espère qu'ils vont comprendre. Chers téléspectateurs... Non, ils s'en foutent, c'est pas leur argent, c'est l'argent des contribuables. Donc, Camerounais.